passer d'une simple idée à des milliers de produits finis prêts à être livrés. Comment est-ce qu'on fait? C'est un parcours qui est franchement fascinant. C'est un vrai carrefour, un nexus où le design, l'ingénierie, la stratégie, tout ça doit s'emboîter parfaitement. Et c'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui, tout le cheminement, depuis le tout premier prototype qui coûte souvent une petite fortune, jusqu'à la production à grande échelle. Ah, voilà la question que tout le monde se pose. On a une super idée, on demande un devis pour un seul prototype, et là c'est la douche froide. Le prix est juste énorme. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que cette toute première pieuse coûte aussi cher? Eh bien, il y a une raison, une logique économique super importante derrière tout ça. Et on va la mettre à jour. Alors, plongeons directement dans le vif du sujet, le choc du prix du prototype. On va déconstruire ce coût ensemble. Le grand responsable, le voilà. Ça s'appelle l'ingénierie non récurrente, ou NRE pour les intimes. En fait, c'est assez simple à comprendre. Imaginez que ce sont les frais de mise en route de tout le projet. C'est tout le boulot de préparation en amont. Programmer les machines, créer des gabarits sur mesure, tout configurer, bref, tout ce qui est fait une seule et unique fois au tout début. Et tout ça, ça se résume à cette formule, finalement assez simple. Le coût total, c'est quoi? C'est les coûts fixes, notre fameux NRE, plus le coût par pièce multiplié par le nombre de pièces. Et là, on comprend tout. Pour la toute première pièce, elle se prend la totalité des coûts fixes en pleine figure, c'est pour ça que son prix est si haut. Mais dès qu'on passe à 10, 100, 1000 pièces, ce coût fixe, il est dilué, réparti sur toutes les unités. Et là, comme par magie, le prix par pièce dégringole. Donc, il faut complètement changer notre façon de voir les choses. Ce prix élevé, en fait, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Et c'est là que cette idée, inspirée d'Eric Ries, est géniale. Un prototype, ce n'est pas juste une version miniature du produit. Non, c'est une expérience qui nous apprend des choses. Mettre de l'argent sur la table maintenant pour repérer une erreur de design, ça coûte infiniment, mais alors infiniment moins cher que de s'en rendre compte une fois que les machines tournent à plein régime. Et pour bien se rendre compte de cet enjeu, il y a une petite règle dans le milieu. Une règle toute simple, mais hyper parlante. On l'appelle la règle de 10. Elle montre de manière spectaculaire comment les coûts explosent quand on attend pour corriger un défaut. Allez, on imagine un petit défaut de conception. Si on le corrige tout de suite sur l'ordinateur en phase de design, ça nous coûte, disons, 1 euro. C'est notre point de départ. Maintenant, si on rate ce défaut et qu'on ne trouve qu'une fois la production lancée, eh bien on applique la règle, le coût est multiplié par 10. On passe à 10 euros. Et pourquoi? C'est logique. Il faut arrêter les machines, modifier les outils, peut-être même jeter des pièces déjà faites. La facture grimpe vite. Et le pire scénario, c'est si le défaut arrive jusqu'au client. Là, le coût, il n'est plus multiplié par 10, il explose. On arrive à 100 euros et souvent bien plus. Pensez-y, rappel de produit, SAV qui s'affole, la réputation de la marque qui en prend un coup. Et là, d'un seul coup, le prix du prototype, qui nous paraissait si cher au début, ça ne ressemble plus à une dépense, mais plutôt à la meilleure assurance vie qu'on aurait pu prendre pour notre projet. Ok, donc comment on évite de se retrouver dans ce scénario catastrophe? Il y a une solution, un concept clé. C'est le DFM ou la conception pour la fabricabilité. C'est vraiment le point de jonction, le nexus où tout se joue pour la réussite du produit. Alors, le DFM, qu'est-ce que c'est concrètement? Ce n'est pas un examen de passage, c'est une discussion, un travail d'équipe avec le partenaire de fabrication. Il va regarder le design, non pas pour dire c'est pas bien, mais pour dire attention, ce petit détail-là, si on doit en faire 10 000, ça va être un cauchemar à produire et ça va coûter une fortune. L'idée, c'est vraiment d'optimiser, ensemble. Et cette citation de Scott Miller, elle résume tout parfaitement. Corriger un pépin une fois que l'acier a été coupé pour un moule, c'est astronomique par rapport à un simple clic dans un logiciel de dessin. Pour être clair, un changement qui prend 2 secondes sur un fichier 3D et qui ne coûte rien peut se transformer en une facture de dizaines de milliers d'euros si l'outillage est déjà fabriqué. Faire l'impasse sur le DFM, c'est probablement l'une des erreurs les plus chères qu'on puisse imaginer. Bon, on a bien compris l'importance du DFM. Maintenant, on passe à la suite. Comment on planifie tout le parcours de production, de la première pièce à plus de 10 000? C'est pas une ligne droite, c'est plus comme une carte routière avec plusieurs options. Et ce schéma illustre un point absolument essentiel. Regardez bien, le développement et la fabrication, ce ne sont pas deux mondes séparés, A puis B. Non, c'est une boucle. Voyez ces flèches qui retournent en arrière? C'est ça le secret. Le DFM, ce n'est pas juste une passerelle qu'on traverse une fois, c'est un dialogue permanent, une boucle de feedback qui permet d'améliorer, d'optimiser les coûts, la qualité, avant même d'avoir lancé la moindre production en série. Cette approche stratégique, elle se traduit par des choix technologiques très concrets. Ce tableau le montre super bien. En fonction du volume, la bonne méthode n'est pas du tout la même. Pour une poignée de protos, entre 1 et 10, l'impression 3D, l'usinage CNC, c'est parfait. On passe à quelques centaines ou milliers de pièces, on regarde plutôt du côté du moulage uréthane, de l'outillage pont.
Et pour la production de masse, à plus de 5000 unités, là, c'est le moulage par injection avec un outillage dur qui s'impose. La clé, c'est de comprendre qu'un bon partenaire ne va pas juste donner un prix, il va aider à naviguer sur cette carte. Passer à l'échelle, ce n'est pas juste appuyer sur Play et faire plus de pièces. C'est faire plus de pièces, oui, mais avec une qualité constante et une fiabilité à toute épreuve. La qualité, ce n'est pas la cerise sur le gâteau, c'est la fondation de tout l'édifice. Et une bonne stratégie de test, c'est beaucoup plus que de vérifier si ça s'allume à la fin. C'est bien plus complet. On parle de tests environnementaux, comment le produit se comporte quand il fait très chaud, très froid, très humide. On parle de tests de vieillissement accéléré, pour voir les points faibles qui pourraient apparaître après des mois d'utilisation. Chaque test, c'est comme un filet de sécurité supplémentaire pour s'assurer que le produit est non seulement fonctionnel, mais aussi fiable et sûr. Et ça, sur une ligne de production, ça se traduit par des points de contrôle partout, tout le temps. On inspecte les matières premières à l'arrivée, on utilise des machines d'inspection optique automatique, les EOI, qui scannent chaque carte électronique et vérifient chaque soudure avec une précision que l'œil humain ne pourrait jamais atteindre. C'est ça l'idée clé. La qualité, on ne la vérifie pas à la fin en espérant que tout va bien, on la construit étape par étape tout au long du processus. Bon, on a vu beaucoup de choses. L'ENERI, le DFM, la qualité. Maintenant, la question c'est, concrètement, on fait quoi de tout ça? Comment on transforme ces idées en une vraie stratégie pour trouver le bon partenaire et bien travailler avec lui? Le plus gros changement, en fait, il est dans la tête. Il faut arrêter de penser quel est le prix le plus bas pour cette pièce. La vraie question à se poser, c'est est-ce que ce partenaire a les épaules pour m'accompagner, me donner des conseils et grandir avec mon projet? On ne cherche pas un fournisseur, on cherche un partenaire. Et là, j'ai une astuce, un TIAC tout simple, mais très puissant. Au lieu de demander un devis pour une pièce, demandez une grille de prix. Pour une pièce, pour 50, pour 500 et pour 5000 et plus. Rien qu'avec cette question, on en apprend énormément sur le fournisseur, sur sa structure de coût, sur les technologies qu'il maîtrise et surtout, on voit tout de suite s'il est capable de nous suivre quand on va vouloir passer à la vitesse supérieure. Alors, pour résumer, quel est le plan de match? C'est simple, en 4 points. Premièrement, on arrête de voir l'NRE comme un coût, on le voit comme un investissement anti-risque. Deuxièmement, on planifie son chemin, on utilise cette carte des procédés de fabrication. Troisièmement, le DFM, ce n'est pas une option, ce n'est pas négociable. Et enfin, quatrièmement, on pose des questions plus intelligentes pour vraiment sonder ses partenaires potentiels. Et la conclusion de tout ça, la pensée à garder en tête, c'est celle-ci. Il faut arrêter de vouloir simplement acheter des pièces au meilleur prix. Il faut commencer à construire une stratégie de fabrication. Parce que c'est là, dans ce fameux nexus, ce point de rencontre parfait entre la vision de départ et l'exécution industrielle, qu'une bonne idée devient un excellent produit.